Salut les fous du volant, déjà le 3e numéro de cette saison 2025 de Formule 1 et après la pluie en Australie, c'est le nouvel asphalte du Grand Prix de Chine qui attendait les concurrents pour un week-end sprint. On a vécu un moment particulier dès le samedi avec la victoire de Lewis Hamilton lors du sprint. Alors même si c'était un sprint, Stéphane, ça reste quand même un moment particulier, la première fois que Lewis Hamilton passe une ligne d'arrivée avec le drapeau à damier sous les nouvelles couleurs de Ferrari. C'était spécial. Une opération très réussie jusqu'à cet instant-là. Zhou, pilote chinois, pilote réserviste de la Scuderia Ferrari qui a une popularité extraordinaire. Donc là, on s'est dit déjà en com, ils sont bien en attaquant le week-end. Et puis, Lewis Hamilton qui fait la pub de Ferrari. Je pense qu'ils vont vendre pas mal de voitures dans les prochaines semaines et Ferrari évidemment en Chine. Ouais, pour l'instant, moi je peux pas. Non, moi non plus. Et dimanche, c'est Piastri qui a fait son numéro en s'imposant pour la 3e fois de sa carrière après avoir terminé 2e derrière Hamilton lors de la course sprint. Petite question, comment est-ce que tu aurais qualifié le week-end de Oscar Piastri, Stéphane, en un mot? Solide. Bon, et ben lui, à la fin du Grand Prix, il a dit « Ah, c'est un week-end satisfaisant ». Je te jure, c'est de la glace qui coule dans ses veines, c'est monstrueux. On va en parler encore une fois de ce jeune Australien qu'on sent vraiment prendre de plus en plus de place après donc ce week-end satisfaisant pour Oscar Piastri. On va parler aussi de montagne russe du côté de chez Ferrari, avec donc cette victoire le samedi pour Lewis Hamilton. Et là, on se dit, ça y est, ils ont mis le doigt sur quelque chose, parce qu'il a vraiment été impressionnant pendant la course sprint. Dimanche, ça rentre quand même dans l'ordre, avec les 5e et 6e places au moment de franchir la ligne d'arrivée. Et ensuite, catastrophe, les 2 autos sont disqualifiés. Shanghai, mauvaise surprise. Ouais, exactement, très très bon. On va y revenir, mais donc zéro pointé sur le Grand Prix pour les Ferrari. Mauvaise surprise donc du côté de la Scuderia. Et puis on va parler de Red Bull et de potentiels changements chez Red Bull. Changement avec un S d'abord, le premier, savoir si c'est bien Liam Lawson qui sera dans la 2e RB21 au Japon, ou bien si entre-temps Yuki Tsunoda lui aura pas pris sa place et Liam Lawson retournerait chez Racing Bull. Il y a une réunion cette semaine à Milton Keynes pour savoir qui sera le coéquipier de Max Verstappen au Japon. Et le deuxième changement qu'on va évoquer en quelques minutes aussi, ça concerne Max Verstappen lui-même, qui est plus tout à fait le même depuis le début de cette saison. On essaiera de comprendre un petit peu pourquoi. On est ravis en tout cas de vous retrouver désormais sur la chaîne YouTube d'Eurosport France, toujours pour ce podcast. Émission que vous pouvez suivre désormais en intégralité avec notre rogne. Bon, je ne sais pas si c'est un progrès, en tout cas, c'est comme ça. On attaque avec Piastri, et j'aurais envie d'intituler ce chapitre, Stéphane, Piastri, le silent killer, parce que vraiment, moi, c'est... Alors, il y a déjà eu les échanges radio pendant le Grand Prix. On rappelle qu'il a décroché sa 3e victoire en carrière en Chine. Avec sa 2e place sur la course sprint, il inscrit 32 points sur 33 possibles. Oui. On peut quand même pas beaucoup faire mieux. Oui. Voilà. Les échanges radio, tu as l'impression qu'il est dans son canapé en train de discuter avec quelqu'un. À l'arrivée, la radio, les gars, c'était un week-end satisfaisant. Wow. Et là, tu te dis, mais c'est Robocop, le gars. Il prend du volume, il avance méthodiquement, c'est assez incroyable. Il a avalé des couleuvres chez McLaren sur des consignes d'équipe, etc. Ça n'a jamais fait de vague. Il sait que son moment viendra et il resserre les taux sur Lando Norris, qui ne s'en aperçoit pas tellement. On est focalisé sur le match McLaren-Red Bull et sur Norris. Verstappen, sur le principe de la continuité de ce qui s'était passé l'année dernière. Et si le vrai match, c'était pas Norris-Piastri ? On va voir. Je pense qu'on va s'orienter vers ça et que les relations vont se tendre tôt ou tard de toute façon, parce que les deux sont des futurs champions et ils veulent la même chose. Je reviens juste sur un petit point. Gilles, c'était aussi sa première pole position. Enfin, après 7 échecs consécutifs, si on peut parler d'un échec quand on termine 2e d'une séance de qualification qui était très serrée. Ça s'était joué pour 84
millième, je crois, à Melbourne, 82 en Chine. Et ce sont sur ces écarts cumulés les deux séances, l'ensemble de séances de qualification les plus serrées depuis 1976. Wow. Le duel Hunt-Lauda qui s'était joué sur le premier Grand Prix de la saison à 2 centièmes et sur le deuxième à 1 dixième. Donc on était en dessous de cette valeur. On vous a vendu une saison extrêmement serrée cette année. C'est le cas. Les millièmes vont compter. C'est ce qu'on a dit partout dans les équipes. Et les millièmes étaient du côté de Piastri pour une fois. Il avait échoué de peu. Et après, comme tu l'as dit, Gilles, ça a complètement déroulé sur la course sprint. Et puis sur la course dimanche où il était bien en termes de dégradation. Ouais. Il a dit merci les gars pour le travail formidable que vous avez fait sur la limitation de la dégradation. Donc à partir de là, tout était sous contrôle. Il a jamais roulé quasiment dans les turbulences, à part quand il a rencontré du trafic. Donc lui, c'était la copie parfaite. Exactement. Et alors, tu dis qu'il a déroulé. En fait, il a dominé Norris tout au long du week-end. Sur la grille de la course sprint, il est 3e, Norris est 6e. À l'arrivée de la course sprint, il est donc 2e derrière Hamilton. Lando Norris est 8e, parce qu'il fait une boulette dès le premier tour. Lando Norris, il se met en difficulté. Lors de la qualif du Grand Prix, il est 3e sur la grille, Lando Norris est 6e. Et donc, il gagne ce Grand Prix. Norris est quand même remonté jusqu'à la 2e place. Alors, il fait quand même la pole position sur un retournement de situation, parce qu'il a dit je ne m'en sortais pas en Q1 et Q2. Et là, tout s'est mis en place par magie en Q3. La voiture s'est réveillée, moi aussi, pole position. Et pour étayer effectivement ce que tu dis, Gilles, sur la domination pour l'instant de McLaren cette saison, ils écrasent tout en réalité. Si tu regardes bien les meilleurs temps en essai libre, en séance de qualification, sprint ou Grand Prix, et puis le meilleur tour en course, eh bien rien ne leur a échappé, sauf un meilleur temps en essai libre 2 pour Hamilton. Donc là, c'est la McLaren, on le sait maintenant, c'est la voiture de référence et on en sait un petit peu plus aussi sur les qualités de cette voiture. Rob Marshall, on vous a dit qu'il avait modifié la suspension avant de cette voiture et spécifiquement, c'était à l'intention de Norris qui voulait avoir une McLaren plus stable, qui pique moins en entrée de virage pour avoir plus de stabilité. Alors ça a des vertus aérodynamiques, ça joue aussi sur les économies en termes de pneumatiques. Tout ça, ça se retrouve, tu mets bout à bout tous ces détails, ça vise dans le mille. C'est marrant parce que là, ce que tu me dis, les demandes de Norris pour stabiliser la voiture, ça me fait repenser. J'ai eu le grand privilège de rencontrer Jérémy Burgess, qui était l'ingénieur de Valentino Rossi chez Yamaha, au moment où l'Australien avait pris sa retraite et il disait de toute façon, dès qu'un pilote demande de la stabilité, c'est qu'il est en difficulté. Voilà, bon, c'était de la moto. Sur le principe, c'est un engin mécanique qu'on essaye de faire aller le plus vite possible. Et puis, alors Piastri, c'est un monstre aussi de régularité, de solidité. C'est sa 28e arrivée de suite dans les points. Wow, c'est le record actuel pour un pilote en activité. Là, ça aussi, ça montre que en fait, il n'est jamais dans les problèmes en course. Il y a très très peu d'incidents. On se souvient l'année dernière, il s'est fait percuter au dernier Grand Prix au départ par Verstappen. Il est reparti, mais autrement, il ne fait jamais de choses stupides. C'est juste incroyable la maturité qu'il a. Sa seule erreur, c'était pendant le Grand Prix d'Australie sous la pluie, où il est allé s'enferrer de la même façon que Norris et que bien d'autres. Et il est allé s'enferrer sur le gazon. On a le sentiment là maintenant que on se rappelle de ce que tu nous avais dit, son point faible c'est les qualifications. Le rapport en qualification, le match contre Norris était largement à la défaveur de l'Australien. S'il a effacé ce qui était vraiment son plus gros point faible, ça va devenir très très compliqué pour le Britannique en face. Oui, alors je ne sais pas si ça se jouera. Alors si, l'évidence c'est que quand tu pars devant, là comme en Chine ça l'a montré, tu as de l'air propre, tu fais ta course, tu déroules ton plan, tu diriges aussi la stratégie, tu as la main sur la stratégie. Ouais. C'est super important. Et l'autre pilote est une valeur d'ajustement. C'est ça qui est énorme. Tu deviens le patron par la force des choses, mais peut-être que c'est encore la gestion en course qui reste la chose la plus importante. Piastri n'a pas un ADN de pilote rapide sur un tour. Ça s'est vu dans les catégories d'accès à la Formule 1, ce n'était pas un tueur sur un tour. Je ne sais pas s'il le deviendra, mais en termes de gestion des pneumatiques,
c'est super important et c'est là où il s'en sort le mieux. Et cette année, il va falloir faire de la survie. On a vu, les pilotes ont tous fait des montagnes russes ce week-end. Entre les médiums et les durs, même Verstappen nous disait c'est très très dur de passer de dur au médium. Il y a un changement de comportement de la voiture, il faut s'adapter, ça impacte la dégradation, et lui, ça remet tout en place. Et là, lui, on a l'impression que c'est passé. Il est passé, mais ça lui a glissé dessus. Exactement. Donc c'est un peu, moi je le qualifierais un petit peu de Hannibal Lecter de chez McLaren. Il va manger Lando Norris tout cru. Et je pense qu'il faudrait lui mettre un masque là sur les prochaines réunions parce que je pense que le Britannique va pas s'en sortir indemne. On va voir comment ça va se passer. Là, le Japon, ça va encore être un vrai test pour les deux. C'est un circuit de seniors, le Japon, Suzuka. C'est le circuit de loin le plus technique. Des garçons comme Gerhard Berger disaient, moi j'ai mis 10 ans à comprendre comment régler une voiture au Japon. Et pourtant, il avait des Ferrari, des McLaren dans les mains, mais simplement c'est extrêmement complexe. C'est une partie de pilotage, mais il ne faut pas non plus s'emballer. Bref, il faut être très contenu dans tout ce qu'on fait. Norris l'a été aussi. En sprint, on a vu qu'il ne voulait pas se rapprocher trop de Piastri au risque de dégrader ses pneus, etc. Donc les deux sont vraiment ne sont pas émotionnels. C'est à ça qu'on les a formés aussi chez McLaren. Il faut rappeler quand même que Norris, c'est un pur produit de McLaren. Norris, beaucoup plus. Il est quand même beaucoup plus émotionnel que. Oui, tout à fait. Mais là, il sait quand même raisonner, il sait réfléchir et il sait où sont ses intérêts, surtout en termes de gestion de pneumatiques. Je pense qu'ils avaient uniquement ça à l'esprit ce week-end. Et à Suzuka, la dégradation, ça va jouer aussi. Donc, ça va être autre chose, mais ça va être un premier grand test. Le Suzuka fait partie du circuit des Big Five, comme je l'appelle comme ça, les circuits des seniors, les 5 grands circuits de la Formule 1, avec Monaco, Silverstone, Monza et Spa. Il y a Suzuka qui vient en première position maintenant, mais quand tu gagnes l'un de ces 5, ce qui est très très difficile, ça veut dire que vraiment ça te pose. Et je retiendrai pour conclure la déclaration de Helmut Marko que j'ai ressortie, c'était au moment du Grand Prix 2024. Lui aussi, il a quand même l'œil, Helmut Marko, il avait dit « Il semble bien que Piastri soit le plus fort mentalement et qu'il rattrape progressivement Lando au cours de cette saison. Voire qu'il soit meilleur dans certains domaines, je n'ai pas vu d'erreur de sa part. » Nous, on en a vu une quand même au Grand Prix d'Australie quand il s'est fait piéger, mais c'est vrai que Norris aussi s'est fait piéger. Lui, il s'est retrouvé vraiment au fin fond du bac à gravier. Non, c'était une étendue gazonnée. Il a quand même réussi à s'en sortir en passant la marche arrière. Je confirme ce que j'avais dit en début de saison, même si du coup il est encore en retard, parce que cette 9e place en Australie, alors que Norris a gagné, ça lui a fait prendre beaucoup de retard. Il est désormais à 10 points de Lando Norris au classement des pilotes. Ce retard, à mon avis, ne va faire que se réduire. Et je continue de penser que Oscar Piastri sera devant Lando Norris à l'arrivée de cette saison 2025. Tu évoques le mental, effectivement, ça fait penser à 2 choses. C'est que Piastri n'a pas souffert du syndrome Verstappen. Ce qu'on a reproché beaucoup ces 2 dernières saisons à Norris. Son surnom, Lando No Wins. C'était quand même lourd. Et puis l'autre chose, c'est que Norris, pendant la période du Covid aussi, avait avoué avoir été en dépression, avoir souffert mentalement. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez répandu aussi chez les sportifs, mais il s'en était ouvert et il a ça aussi en lui. Il a eu par moments une forme de fragilité et chez Piastri, tu ne sens pas ça du tout. Voilà. Non. Donc c'est peut-être aussi là-dessus que ça se jouera. Exactement. Le deuxième point qu'on voulait évoquer dans les fous du volant aujourd'hui, post-Grand Prix de Chine, c'est évidemment les malheurs et les ascenseurs émotionnels de la Scuderia Ferrari, avec le samedi la victoire de Lewis Hamilton en course sprint, après avoir signé la pole position, 2 dixièmes plus rapide que Charles Leclerc, et puis ensuite dimanche une course plus compliquée qui débute avec un contact entre les 2 voitures de la Scuderia. Par miracle, il y a juste l'aileron avant de Charles Leclerc qui est un tout petit peu abîmé. Au final, un aileron qui devient totalement souple, et c'est pas mal quand même la souplesse d'un aileron pour faire un Grand Prix. Les 2 voitures terminent 5e et 6e. Avant d'être disqualifiés. Et alors là, le fait est assez original, parce qu'en fait, les 2 voitures de la même équipe sont disqualifiées, avec Pierre Gasly d'ailleurs, mais pour 2 raisons différentes. Pour Charles Leclerc, c'est parce que la voiture est en dessous des 900 kilos, ça se joue à 800.
800 kilos. 800 kilos. Ça se joue Ok. à quelques grammes, à quelques centaines de grammes, alors qu'on a remonté un aileron. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on pèse la voiture dans sa configuration complète. S'il vous manque une pièce parce qu'il y a eu un contact, on la remplace. Oui. À pièce égale et on pèse la voiture dans ce poids-là. Il manquait quelques centaines de grammes, donc évidemment la règle s'applique, vous êtes disqualifié. Et pour Lewis Hamilton, c'est l'épaisseur du plancher sur la partie arrière qui était en fait trop fine. Il y a eu trop d'usure sur cette planche qui est en composite et qui est sous le fond de la voiture. Cette planche, elle doit être de 9 mm à l'arrivée du Grand Prix. Là, elle était entre 8,5 et 8,6 mm. Il manquait pas grand-chose, mais là, c'est pareil. Ouais, la règle, elle est implacable. Hop, disqualification. Alors, précision importante, Ferrari n'a pas triché. Il n'y avait aucune intention Non, je crois pas. de courir en dehors du règlement. Simplement, Ferrari expliquait qu'il n'avait pas prévu de faire un seul arrêt et que le pneu est arrivé plus usé, moins épais. Exactement, il a perdu de été l'épaisseur. calculé comme ça. Alors, 1 kilo, Donc, c'est pas grand-chose. Si le pneu est moins épais et il perd de la matière, Mais il a perdu de la matière, tout à fait. il pèse moins lourd. Alors, moi, j'ai pas regardé en détail le tour de rentrée des Ferrari, mais quand c'est comme ça, c'est vrai que l'ingénieur a peut-être pu dire tu passes à fond dans les marbles. Va chercher les boulettes. Ouais. C'est ça. Et là, je les ai tu pas peux vu faire, gagner mais j'en du ai poids. pas vu non plus Ouais, sur le tout à circuit. fait. Je me demande si ce Mais ils ne sont nouvel pas asphalte. méfiés et chez Alpine, on s'est fait avoir de la même façon. Et puis là, par contre, sur la question d'Hamilton, ça veut vraiment dire qu'on est à la limite de tout et que les marges ne sont même pas de 1%, ça doit être de 1 millième, je ne sais pas, parce qu'ils sont presque, c'est pas au gramme près, mais presque à 500 grammes près sur l'arrivée d'une course, sur le poids de la voiture. C'est-à-dire que tout est tangent, ça veut aussi dire que Ferrari est complètement, mais ils sont pendus, quoi. Ils sont obligés de jouer sur tout, d'aller chercher de la perfo la limite, à l'extrême, tout à fait. Donc ça, c'est très étonnant. Et pour conclure, Gilles, quand même, c'est le plus mauvais démarrage de Ferrari depuis 2009. Alors, on parle d'un double abandon sur les 2 premiers Grand Prix dont avait souffert Ferrari. Donc, effectivement, ça fait pas beaucoup de points. Et là, ils en ont rentré 17. Et c'est le plus mauvais score depuis 2009. Et la moyenne, quand même, de Ferrari sur les 2 premiers Grands Prix sur une saison, c'est 43 points. Donc, c'est quand même pas mal. Avec une pointe à 70 unités en 2010. Ouais. Et à 65 en 2017 et 2018. Ouais. Là, on Tout est à ça 17. sans être champion du monde. Là, on est à 17. Okay. Là, c'est quand même assez délicat. Ça renvoie aux 19 points marqués sur les 2 premières courses d'ouverture de la saison en 2020. Et Ferrari avait terminé 6e du championnat, très très loin. Il va falloir se reprendre. Et là, ils sont pour l'instant 5e du championnat des constructeurs, dominés évidemment par McLaren devant Mercedes et Red Bull. Alors, je suis remonté un petit peu, moi aussi, dans les chiffres. La dernière fois que les 2 voitures d'une même équipe ont été disqualifiées, c'était lors du Grand Prix du Japon. En 2019, Daniel Ricciardo et Nico Hülkenberg, c'était chez Renault, le système de freinage avait été jugé illégal. Et ensuite, il faut remonter encore plus loin que 2019. Les Baronda, en 2005, à Imola. C'est autre chose, ça. Ça, c'était une tricherie sur le poids minimal, où on disait que le réservoir était vide et qu'en fait, il n'était pas tout à fait vide. Il y avait un double réservoir. Oui, c'était des coquins chez Barre. Remplissait à quelques tours de la fin pour être au poids, pour arriver au poids minimum. Voilà, c'était des coquins chez Barre. Donc là, c'est la première fois dans l'histoire de Ferrari que ça arrive. Ce qui se dit, c'est que en fait, c'est un petit héritage de la période Enrico Cardile qui a provoqué l'usure excessive de la planche arrière. Là aussi, c'est en relation avec le fait qu'on avait sans doute pas totalement anticipé la stratégie avec un seul arrêt. Si le pneu est plus usé, oui, il est plus léger, il est aussi un petit peu moins haut, et ça veut dire que la voiture frotte un tout petit peu plus. Et qu'apparemment, cette suspension arrière ne permet pas de finalement durcir suffisamment les suspensions pour éviter que la voiture frotte de trop. En termes d'aérodynamique, apparemment, ça a été réussi. Cette SF25 génère plus d'appui aéro. Sauf que si la suspension à l'arrière n'est pas capable finalement de résister à l'appui, la voiture frotte et ça aurait usé trop cette planche en composite. On aurait du mal à expliquer pourquoi ça le fait sur la voiture de Hamilton et pas sur celle de Leclerc.
Est-ce que l'aileron avant endommagé a finalement changé le centre de gravité aérodynamique? Ça, je pense que ça va s'étudier. Pour preuve, normalement, Loïc Serra ne sera pas au Japon. Il va rester à Maranello, travailler là-dessus parce que c'est vraiment l'état d'urgence chez Ferrari sur ce point-là. Comprendre cette suspension arrière qu'il n'a pas dessinée lui-même, Loïc Serra, c'est l'héritage de la période Enrico Cardile qu'il va falloir essayer de modifier pour remettre... pour permettre de durcir la suspension. Les Ferrari étaient certainement dans une configuration légèrement différente. Leclerc et Hamilton ont un ADN de pilotage assez proche. Ils réclament un train avant très fort. Mais Leclerc était un petit peu perdu après les essais. Il a dit, la seule solution pour moi, c'est de me rapprocher des réglages de Lewis Hamilton. Alors, il s'en est rapproché peut-être sans aller dans cet extrême. Ouais. Voilà, tout à fait. N'empêche que je vois effectivement 17 points pour Ferrari, 78 pour McLaren. Et je me dis, ça fait déjà 61 points. Hein, voilà. Ferrari collectionne les titres de champion du monde l'année prochaine. Je pense que ça va encore durer, malheureusement. Parce qu'un tel démarrage, quand même, comme ça. Là, ça va être en fait. Fred Vasseur a dit on se donne 5 grands prix pour voir exactement où est-ce qu'on en est. En termes de points au championnat, et puis en termes de valeur sur un tour, et puis de valeur de voiture sur la durée d'une course. Et si on est trop loin, on laisse tomber. Donc là, il va falloir prendre des décisions très rapidement pour changer des éléments de design. Tu l'as dit, si Loïc Serra est revenu à Maranello, au Reparto Corse, c'est pas pour rien. Et là, c'est vraiment état d'urgence. Et s'il repartira pas au Japon, c'est vraiment important. Mais ça arrive souvent que les ingénieurs disent je suis beaucoup plus utile devant les ordinateurs à l'usine que voilà. C'est pas illogique. À titre de comparaison, quand même, on se souvient que l'année dernière, ça avait démarré difficilement pour McLaren, qui avait fini par être champion du monde des constructeurs. McLaren avait marqué sur l'ensemble Bahreïn, Arabie Saoudite, donc sur les 2 premiers Grands Prix, avait marqué 28 points. Voilà. Là, on en est à 17 pour Ferrari. Tout à fait, mais alors, moi, je me place simplement d'un comportement de pilote. Tout paraît en place. Et puis, dans le virage numéro 2, je crois, entre le 2 et le 3, Leclerc qui accroche, qui clippe l'arrière de la voiture d'Hamilton. Là, je me dis, mais c'est juste pas possible. Voilà, il y a un souci à ce niveau-là. On retombe en fait dans les questions de stratégie, mauvaise communication. En Australie, on va faire mieux. Les réglages... ils partent dans une impasse, il faut tout refaire. C'est-à-dire que Ferrari, ils remettent sans arrêt la mise, et puis tu as l'impression que tu repars à zéro du vendredi au samedi, du samedi au dimanche. C'est très très dur, il n'y a pas de constance, et j'ai plus l'impression qu'on parle d'une écurie qui apprend que d'une écurie qui est installée en haut de la hiérarchie depuis des années, mais qui ne gagnent pas. Je te trouve un peu dire, mais c'est mes gènes italiens qui parlent. Il y a eu aussi, alors il y a tout un épisode là qui est en train de se développer aussi sur l'échange des positions entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc, parce que donc on a demandé à un moment à Lewis Hamilton de changer de position. Enfin, ça c'est ce qu'on a vu sur le Grand Prix. On lui a demandé de changer de position et Lewis Hamilton a fait de la résistance. Et Fred Vasseur, quand on lui a posé la question, il a dit hop, vous avez pas eu toute l'histoire. Pour le coup, il est assez énervé d'ailleurs. Oui, mais il a raison. Il a raison parce que, alors, du coup, on le connaît un petit peu, le Fred Vasseur. Quand il vous fait du politiquement correct, ça se voit. Donc, je suis allé récupérer l'intégralité, c'est un peu fastidieux, des échanges radio entre Lewis Hamilton et son ingénieur Riccardo Adami pendant le Grand Prix. C'est hallucinant, hein. Ça n'arrête pas de parler. Wow, tu sais même pas comment ils font pour piloter. Bref, sauf que c'est bien Lewis Hamilton qui, le premier, de son propre fait, c'est lui qui prend l'initiative, propose d'échanger les positions avec Charles Leclerc. Donc je pense que c'est au 18e tour, ça doit être quelque chose comme ça. Il dit en fait à son ingénieur, je pense que je vais laisser passer Charles Leclerc. C'est au moment où vraiment le Monégasque, il est juste derrière lui et où Hamilton, il n'est pas idiot, il comprend là que la voiture de Leclerc, même si elle est endommagée, elle a l'air d'être plus rapide. Donc c'est lui qui propose et il faut un petit moment pour que finalement on lui dise on va faire ça dans tel virage. Donc, ça, normalement, je crois que c'était au 28e tour. Voilà, ça arrive 3 tours plus tard. Ouais. Sauf qu'à ce moment-là, Hamilton est en train de revenir sur Russell et qu'il demande en fait un petit peu de temps parce qu'il dit attends, là je suis en train de revenir, ça serait dommage que je lâche maintenant. Là où il y a eu confusion, justement, c'est que sur ce propos-là, on a l'impression que Hamilton n'était pas d'accord avec l'inversion de position et qu'il essaie de gagner du temps, comme ça arrive. Voilà, sauf que c'est lui qui est à l'initiative de cette manœuvre et
On en a vu des médias qui essayent de travestir un petit peu la façon dont peuvent se passer les choses dans un sport aussi compétitif et avec autant d'ego. Attention, hein, on ne vous dit pas que Lewis Hamilton, il laissera toujours passer son coéquipier en faisant des courbettes. Pas du tout, c'est un tueur. Sauf que là, c'est lui qui a eu cette démarche et qu'on a voulu un petit peu lui faire passer le mauvais rôle. Donc, rétablissons la vérité. C'est Lewis Hamilton qui, bel et bien, au 18e tour, a proposé que Charles Leclerc passe et tente le coup. Parce que ce propos, c'est impossible de ne pas le diffuser. On diffuse des choses beaucoup plus futiles que ça. Oui. Tu te dis, mais tu supprimes 80% des messages qu'on entend en direct pendant le Grand Prix, 80% des messages qui ne servent à rien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait... mais là, c'est crucial. Oui, je suis d'accord. Là, il joue collectif. Ça n'arrête pas de causer entre chaque pilote et son ingénieur. Et du côté de la réalisation télévisée, il y a des gens qui écoutent ces conversations radio et qui, à un moment, disent « Ah, moi j'ai un truc intéressant », donc ils l'isolent, ils l'envoient au réalisateur et le réalisateur le passe. C'est pour ça qu'il y a toujours un petit décalage de temps entre le moment où il y a une déclaration et le moment où ça passe à l'antenne. Est-ce que, alors, faut pas non plus surinterpréter voilà. Est-ce que, parce qu'il y a 20 voitures qui tournent, je ne suis pas convaincu qu'il y ait 20 personnes qui écoutent, donc il y a peut-être une personne qui écoute tout. Est-ce qu'il a loupé cette proposition? Est-ce que cette personne a raté la proposition de Lewis Hamilton et n'a entendu que l'espèce de « attendez, j'essaye de me rapprocher et on voit juste après » ou pas dans ce virage-là, je vous le dirai quand, parce qu'en fait il a été assez directif à un moment, Lewis Hamilton, il dit « attendez, je vais vous dire quand on le fait ». Parce que lui il sait en fait à quel moment il va perdre le moins de temps pour le faire. Alors est-ce que la personne elle a loupé la proposition et est tombée là-dessus, ou est-ce que vraiment il y avait une envie un petit peu de faire passer Lewis Hamilton pour le méchant? En tout cas, voilà, ça fait partie des choses qu'on aime bien faire au fou du volant, c'est aller chercher un petit peu derrière, gratter un peu. Là, la façon dont Fred Vasseur a répondu, mais vraiment très très sèchement, je me suis dit, là, il y a quelque chose. Et on confirme, c'est Lewis Hamilton qui a proposé d'inverser les positions. Ouais, mais là, Vasseur, c'est son premier vrai crash test médiatique, quand même. Une double disqualification. En Italie, ça passe mal. On nous a vendu quelque chose de formidable cet hiver, Lewis Hamilton qui arrive, le début d'une épopée, etc., etc. En tous les cas, le roi des pilotes avec la reine des écuries. Et puis là, on retour à la réalité quand même à Melbourne. Fred Vasseur va dire, pourvu qu'on tourne la page très très vite, ça a été fait qu'à moitié avec une course sprint, qui reste un petit peu symbolique quand même, parce que le dimanche, on a vu la réalité de la compétitivité de la Ferrari, donc il lui manque de la perfo, et puis avec ça, ils ne sont pas raccords sur le règlement, ça fait beaucoup, et je pense c'est pas qu'il est pas sur la sellette, hein, on est d'accord là-dessus, mais les avis, voilà, la pression monte, les avis commencent à être un petit peu plus nuancés, mais il y a des gens qui étaient d'une mauvaise foi formidable en Italie, observateurs médiatiques, etc., qui disaient mais qu'est-ce que fait Vasseur? Et puis ces gens-là le critiquaient jusqu'à ce qu'il recrute Lewis Hamilton et d'un seul coup il était formidable. Donc on passe, c'est l'ascension émotionnelle comme tu le disais en Italie. Donc là il doit traverser cette zone de turbulence, mais il va y avoir urgence à apporter un résultat concret significatif. Ah, mais clairement. Et ça va passer par le travail de Loïc Serra, de trouver des solutions essentiellement qui se concentrent là sur le train arrière de cette Ferrari. Affaire à suivre, mais au moins on a fait une mise au clair sur l'échange des positions. On parle de chez Red Bull et des changements possibles chez Red Bull, parce que là on a parlé quand même du début de saison difficile de chez Ferrari. Est-ce qu'on parle d'un début de saison difficile pour Liam Lawson? On est quand même pas loin d'être au niveau catastrophique pour Liam Lawson, qui n'a marqué de toute façon aucun point, qui avait abandonné en Australie, qui termine 12e en Chine. Surtout dernier de la qualif sprint, dernier de la qualif du Grand Prix du dimanche. Et du coup, comme il est dernier, on se dit on va casser le parc fermé, on va changer quelque chose sur la voiture et le faire partir des stands. Ça change rien en fait. Il est perdu. Et il a fait un Grand Prix expérimental. Franchement, quand on lit tous les échanges
avec son ingénieur, ça fait mal au cœur quand même parce qu'on sent qu'il est perdu. C'est presque un appel au secours tous les 2-3 tours. La voiture est instable sur les bosses. Pas de grippe en entrée à la corde, pas de traction en sortie de virage. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer de pire était réuni sur sa voiture. Et ce pilote n'est pas mauvais, mais simplement, l'impression qu'il donne là, c'est qu'il n'a pas assez de bagages techniques pour s'en sortir et être directif sur ce qu'il veut. Et en fait, alors, ce qui se murmure aussi un petit peu, c'est que, alors j'avais pas prévu de sortir tout l'historique comme ça, mais il a donné un petit peu le sentiment d'arriver en étant un peu fort en gueule, Liam Lawson. C'est un euphémisme. Et en ne suivant pas forcément les conseils qu'on lui donnait pour travailler. Et moi, j'ai un peu l'impression là qu'on l'a laissé un peu se noyer en lui disant « Ah ouais, t'es le meilleur, tu veux nous dire comment faire ?» Bon, ça y est, maintenant, est-ce que tu veux, on va te récupérer ou... Mais il y a toujours une période où on aide le pilote, on le soutient. Donc on est à l'écoute, on dit qu'est-ce que tu veux pour ton pilotage. Norris a dit, avant même ce Grand Prix en Chine, il a dit la voiture ne me convient toujours pas. J'ai adapté mon pilotage, mais c'est une sorte de cohabitation. Et la voiture est performante, mais il ne l'aime pas. Il ne l'aime pas, donc c'est difficile, hein. Mais elle est performante. Donc il sait où aller chercher les derniers dixièmes, la perfo. Là, Lawson, il est complètement perdu. Ouais, clairement. Bon, voilà. Et on commence à parler, du coup, il y a, évidemment, on passe toutes les déclarations de Helmut Marko et de Christian Horner au crible. Et Helmut Marko, il dit dans le paddock, tranquillement, devant des journalistes, faut quand même bien dire que Tsunoda, il est dans la meilleure forme de sa vie. Il dit pas ça par hasard. Il dit pas ça par hasard. C'est un constat en même temps. C'est quand même intéressant. Marko, qui n'a jamais voulu de Tsunoda, alors la question que tu poses, Gilles, c'est maintenant, est-ce que Red Bull va remplacer Lawson par... Intervertir, ouais. Tout à fait. Il y a plusieurs problèmes qui se posent. Honda va quitter Red Bull à la fin de la saison. Honda l'a annoncé assez brutalement. Red Bull a été obligé de mettre en place un département moteur. C'est un effort absolument gigantesque dans la vie d'une écurie. Ça suppose des moyens financiers qu'ils n'avaient pas avant, qu'ils ont débloqués. Ça suppose des recrutements, plein de choses. Et les résultats, pour l'instant, sur le moteur, apparemment qui sera badgé Ford, ne sont pas fantastiques. Bon, inquiétude. Mais Honda, en fait, a lâché Red Bull. Donc, pour Red Bull, à partir de là, prendre un pilote soutenu par Honda dans l'écurie principale, c'était pas vraiment possible, encore plus à partir de 2026. Et le problème, c'est ça. C'est si tu sors Lawson de la voiture, c'est pour prendre Tsunoda jusqu'à la fin de l'année, mais c'est pas pour le reprendre l'an prochain. Et l'autre souci de Tsunoda, c'est que Honda a dit, avant le Grand Prix de Chine, nous, on ne peut plus rien pour toi. C'est-à-dire qu'on t'a soutenu et on a interrogé le chef du projet moteur, donc qui sera moteur fournisseur exclusif Aston Martin l'an prochain. Ce chef de projet dit non, il n'est pas question d'avoir une deuxième écurie à court terme. On se concentre sur nos services avec Aston Martin, qui devrait être une voiture de feu dessinée par Adrian Newey. Donc, il y a une impossibilité, et c'est presque, c'est terrible à dire, mais c'est presque la dernière saison de Tsunoda en Formule 1. On ne voit pas qui pourrait le reprendre, même avec des performances comme ça. Il ne sera pas soutenu après par Honda, à part si il lui donne un budget pour le placer de force dans une écurie. Pour l'instant, on n'en prend pas le chemin. Donc la question, c'est ça. Et c'est en même temps un paradoxe parce que Tsunoda, c'est un pilote Honda, mais souviens-toi, Gilles, c'était aussi un pilote de l'académie Red Bull. C'était un jeune pilote, mais qu'ils n'ont pas assumé, qui est devenu un pilote Honda exclusif, qu'ils ont gardé un peu par politesse, par facilité médiatique, jusqu'au terme du contrat. Et maintenant, il se trouve que, eh bien, il prend son envol. Oui. C'est intéressant. Et là, la question se pose, alors que Helmut Marko n'en a jamais voulu. Et je pense Christian Horner non plus, parce que ce pilote s'est discrédité assez vite pendant les 6 premiers mois qu'il est en 2021 dans l'écurie AlphaTauri. Il est chez lui, il mange un hamburger et il joue aux jeux vidéo toute la journée. Ouais. Il est en Angleterre, etc. Les choses ont changé depuis. Et Marko comprend ça, il dit on le ramène tout de suite à Faenza, on va te mettre au travail, etc. Mais c'est un garçon qui n'avait pas l'éthique de travail d'un champion, la mentalité. Et qui était, comme tous les Japonais qui sont arrivés en Formule 1, sur du soutien de Honda ou de Toyota. J'ai 3-4 ans pour faire mes preuves, je prends mon temps, etc. Et il a eu du mal à se mettre, à rentrer dans le moule sur les 2 premières années. Et puis il avait
ce comportement d'un pilote très émotif au volant, incompatible avec la cohabitation chez Red Bull avec Max Verstappen. C'est pour ça qu'il avait des handicaps quand même sérieux qui ne faisaient pas de lui un pilote éligible pour être titulaire chez Red Bull, qui lui a dit non sans arrêt. Mais aujourd'hui, la question se pose. Est-ce qu'il ne faudrait pas le mettre dans la voiture ? Eh ben, c'est l'objet d'une réunion qui doit avoir lieu cette semaine à Milton Keynes, donc dans les ateliers de chez Red Bull, pour savoir si on laisse encore une chance à Liam Lawson. Lawson, après les qualifications du Grand Prix de Chine samedi, il dit en fait, il me faut du temps. Malheureusement, j'en ai pas. Et oui, tout à fait. donc, il dit ça. Il y a des journalistes qui ensuite vont voir Helmut Marko en disant il a dit ça. Et la réponse d'Helmut Marko, eh ben il a raison. Tout à fait. Wow, et puis okay. il dit je ne suis pas stupide, si je ne suis pas performant, je vais sortir du système. Voilà. Mais ce qui est assez inquiétant, c'est que le point d'achoppement, vraiment, c'est l'exploitation des pneus. Et là, c'est tellement fondamental en Formule 1. C'est ça, le souci, c'est qu'on peut régler très très bien ta voiture. Le travail qu'il faut faire en course, après, c'est gérer les pneus, relais après relais, type de pneus, les maintenir dans leur fenêtre de fonctionnement. Et ça, c'est ce qu'il ne sait pas faire. Il dit, la fenêtre est très étroite. Si Verstappen s'en sort, moi, je ne m'en sors pas. Ouais. Voilà. C'est ce qu'il dit. C'est intéressant ce qu'il dit, hein, d'ailleurs. Il dit, en fait, je perds pas autant que ça. C'est vraiment à certains points clés sur le circuit où, en fait, mes pneus sortent de la fenêtre alors que Max arrive à les maintenir. Et moi, dans ces moments-là, je perds vraiment beaucoup. Ouais. Bon, voilà. Après, alors, il se fait un peu son propre avocat. Hein. On a parlé donc de Tsunoda, en fait, qui revient dans la lumière. Avec Isaac Hadjar en profite aussi parce que la voiture est très bonne facture cette année. La Racing Bull. Pourquoi ? Parce que y a eu un fait quand même majeur dans la vie de l'écurie. Joe Eddington, qui était le directeur technique, est parti. Il a dit moi j'ai fait mes 10 ans, je suis rincé, je vais faire autre chose. Mais dans l'univers Red Bull. Hein. Mais il a laissé les pleins pouvoirs à Tim Goss, recruté début 2024 par Laurent Mekies, le boss de l'écurie. Et ça, c'était un sacré coup. Un fou du volant, hein, d'ailleurs. Tout à fait. Un fou du volant. Qu'on a eu avec grand plaisir. Ouais. Un gentleman génial, vraiment une personnalité magnifique. Et je vous conseille de réécouter cet épisode, d'ailleurs. C'est toujours très intéressant. Et Tim Goss, en fait, il a passé 28 ans chez McLaren. C'est quelqu'un qui connaît, mais sur le bout des doigts, toutes les questions de design, qui était aussi à la FIA et qui a défini le règlement technique de 2026. D'accord. Voilà. Okay. Donc là, Laurent Mekies avait pensé à 2025 pour cette voiture qui est réussie, qui a été faite sous la direction de Tim Goss parce qu'il est arrivé en janvier 2024, donc il n'a pas touché à la voiture de 2024, mais la voiture de 2025, c'est la sienne et c'est pour ça que ça marche. Et la Racing Bulls pourrait aussi très très bien fonctionner. Pour cette raison, c'est Tim Goss qui avait dessiné, qui connaît tous les recoins et généralement tu connais un petit peu les zones grises. Exactement. Mais alors, d'autant plus que Christian Horner lui-même dit que si on mettait Liam Lawson dans la Racing Bulls, il irait plus vite qu'avec la RB21. Parce qu'en fait, il dit elle est moins difficile. Elle est peut-être un tout petit peu moins performante, mais elle est moins difficile à cerner. Et ça, tous les pilotes l'ont dit. Pierre Gasly, Alexander Albon, il y a une super interview d'Alexander Albon qui explique que la voiture, elle est sur le train avant et que Max Verstappen, avec son talent, il arrive à s'en servir. Et quand vous êtes son coéquipier, en fait, plus vous avancez dans la saison, plus vous êtes en difficulté parce que plus lui prend la mesure de son engin, plus il l'emmène vers la performance et plus vous, en fait, vous êtes en difficulté. Et il dit, vous commencez à faire une faute, vous sortez et là, ça y est, c'est terminé. C'est vraiment intéressant ce que dit Alexander Albon. Et on l'a vu avec tous les pilotes. Même quand Sergio Pérez a fait des performances, c'était en tout début de saison. Et puis ensuite, on a vu, il avait remporté 2 Grands Prix en début de saison. Et puis ensuite, on a vu qu'il perdait le fil, il n'y arrivait plus. Tu fais une transition parfaite, Gilles, parce qu'en fait... On est synchro aujourd'hui. La semaine dernière, on évoquait le fait que Red Bull n'a pas de réservoir de jeunes pilotes. Il n'y a personne. Derrière Tsunoda, qui est officiellement le pilote de réserve. Tout à fait. Il n'y en a pas un qui pointe de façon évidente, etc. Un futur Vettel ou un futur Verstappen. La difficulté pour Lawson, c'est qu'il est l'antithèse, en fait, de Pérez qu'il remplace. Pérez, quand il est arrivé chez Red Bull, il avait fait ses preuves. Après des années chez Force India, il avait remporté
un Grand Prix avec Racing Point. Et c'est pour ça qu'il avait été pris. Il a été très très bon la première année, en 2021. Il a été une clé du titre de Verstappen. Ça, c'était l'évidence. Et puis, on l'a vu un petit peu décliner. Verstappen avait fait une saison 2022 exceptionnelle. Et puis, Perez s'est vraiment écroulé progressivement 2023, 2024. C'est quelqu'un qui avait un fond technique important, qui savait piloter cette voiture jusqu'à ce qu'elle devienne plus tellement maîtrisable pour lui. Mais il avait un point faible, reconnu, c'était le mental. Et aujourd'hui, Lawson, son seul point fort, comme Norris, pardon. Son seul point fort, c'est le mental. Et tout le reste, il n'a pas ce bagage technique. Perez, quand il est arrivé chez Red Bull, 10 ans de Formule 1, donc c'est quand même pas rien. Oui, ce qui me fait penser que, aujourd'hui, Red Bull doit regretter quand même de ne pas avoir pris Carlos Sainz. Tout à fait. Ils l'avaient toisé, ils l'ont même pas appelé. Oui, ils l'ont snobé. Snobé, voilà, tout à fait. En disant non, mais on n'a juste pas besoin de toi. Et là, un Perez, un Sainz, il ferait le job à la place de Perez chez Red Bull, mais c'est pareil. Ils sont un petit peu, ils sont peut-être rancuniers chez Red Bull parce que tu te souviens chez Toro Rosso, Marco avait observé la cohabitation Verstappen-Sainz, junior et senior, et il y avait des frictions, il y avait des étincelles entre Papa Verstappen et Carlos Sainz, et il y avait beaucoup de provocations aussi du côté espagnol, franchement, et Marco avait dit c'est une cohabitation toxique. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas pris chez Red Bull. Ils auraient peut-être dû revoir un petit peu leur logiciel pour dire on va cadrer les choses, parce que chez Alpine, on a aussi pris Ocon et Gasly qui pouvaient a priori pas s'entendre. Et puis on a vu qu'ils ont travaillé de façon professionnelle. C'est des grands garçons. Et là, on aurait pu faire la même chose. Et là, je pense qu'ils sont peut-être en train de regarder pour l'année prochaine, franchement, à sortir Sainz de son contrat. Il a un contrat de 2 ans chez Williams, mais c'est toujours 1+1. Une année, donc tu signes, tu es titulaire, et puis l'année suivante, c'est en option, à ta discrétion, selon certaines... Attends, il y a Hadjar aussi. Hadjar, je pense que ça ne serait pas un service à lui rendre que de le mettre dans la Red Bull. Déjà là, ni même l'année prochaine. On va en reparler. On fera une toute petite parenthèse pour dire un mot des Français. L'autre changement qu'on voulait évoquer très très rapidement chez Red Bull, c'est Max Verstappen. Qui es-tu, Max, en 2025 ? 2e en Australie, 4e en Chine, pas un mot plus haut que l'autre. Il prend les points intermédiaires, et voilà même qu'il n'est pas excellent sur les départs, Stéphane. Ne prononce pas le mot épicier. Non, c'est tout sauf un épicier, c'est pas le Jenson Button de 2000. Non, un épicier, c'est vraiment quelqu'un qui a la meilleure voiture, mais qui assure. Verstappen, il maximise. Là, souvent, sa voiture, elle vaut 2e, 3e, 4e. Et je pense qu'il va se concentrer là-dessus. Au mieux. Il y a une saison, je crois que c'est 2023, où il commence à dire ça va être un petit peu difficile, il faut absolument marquer des points, surtout ne pas abandonner. Voilà. Et je pense qu'il est encore dans cette optique-là, mais là, il est d'un calme, effectivement. Il ne répond même pas au professeur, l'ambiancé, à la radio. On ne l'entend pas, il n'y a jamais de drame. Il est concentré sur sa gestion des pneumatiques, ce qu'il sait faire le mieux. Et puis derrière... Et ça s'est vu en fin de course. La fin de Grand Prix qu'il fait, il est quand même assez impressionnant. Mais par contre, sur le départ, il n'est pas souverain. Alors que c'était un exercice dans lequel, à chaque fois, tu nous en as parlé, Stéphane, c'était un des meilleurs sur l'exercice du départ à Max Verstappen. Et là, tout à fait. Ça s'est mal passé. Dimanche, je le vois perdre 2 places au profit des Ferrari. Je me dis alors qu'est-ce qui se passe ? Franchement, depuis quand Max Verstappen n'a-t-il pas perdu 2 places de façon normale sur la piste, régulière, sans être percuté, sans avoir un problème sur un premier tour, parce qu'il avait percuté Piastri lors du dernier Grand Prix de 2024, il avait perdu 7 positions sur le premier tour, donc on met ça de côté. Et bien la dernière fois que Max Verstappen avait perdu 2 places sur un premier tour, c'était à Bakou. C'était en Australie, en 2023. Et depuis, il y a 44 courses qui se sont écoulées, et jamais Max Verstappen n'a perdu plus d'une position. Donc, les 2 positions qu'il a perdues, c'était en Chine. Et autrement, il a perdu une position, une seule fois, à Silverstone en 2023. Tout le reste, il est à ISO sur le premier tour. Il garde sa position. C'est un monstre de stabilité, d'assurance là-dessus. C'est absolument génial. Donc, on garde aussi... Un petit peu tendre, le Max, alors. Donc, il y a 44 courses. Donc, il 44, part de la pole. Un chiffre emblématique. Voilà. Tu ne peux que perdre des positions quand tu pars premier ou deuxième. Bon, voilà. Et là, en fait, il est resté stable sur 26 courses. Donc, lui, il garde sa position. Et sur les gains, il a eu 11 gains de 1 place quand même, 4 en 2023, 7
en 2024. Donc, il arrive quand même à gratter quand il n'est pas en pole position, 3e ou 2e. On l'a vu avec Piastri tout de suite. Au premier tour en Australie, il était là. C'est juste incroyable aussi. Et puis, il a gagné 2 places à plusieurs reprises. C'est arrivé 4 fois, 2 places ou plus. 2 en 2023, 2 en 2024. Donc, il est quand même là. Il est au taquet, franchement. Mais ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu perdre 2 places. Le comportement de Lewis Hamilton sur les départs, quand il a, cette année, quand il a Verstappen juste derrière lui, c'est un modèle, c'est une perfection de trajectoire. Verstappen n'a pas vu le début d'un trou de souris dans la boîte de vitesse de la Ferrari. Et là, je me dis, franchement, Norris et Piastri et les autres ont quelque chose à apprendre en regardant les départs, les premiers tours de Lewis Hamilton là-dessus, spécialement sous la pression de Max Verstappen. Et alors évidemment, attendez, c'est une fois, mais n'empêche qu'on a quand même vu grâce à Stéphane que ça faisait longtemps. Mais je me suis quand même posé la question, je me suis dit, qu'est-ce qui peut expliquer que d'un seul coup on l'entende plus et qu'il nous jette pas son casque en rentrant dans le box et tout. Alors bon, ok, les années passent. On sait que Max Verstappen va être papa, là, dans les prochaines semaines. Je pense que c'est vers le mois de mai, quelque chose comme ça, que ça va arriver. Est-ce que, finalement, il n'a pas plus important dans son existence en ce moment que de savoir exactement à quelle place du championnat il se situe ? Je ne suis pas convaincu à 100% de ça. J'évoque cette piste. Est-ce qu'il a déjà pris une décision concernant son avenir ? Parce que croyez pas que Toto Wolff, il est totalement... Ah mais il y a un truc qui est complètement incroyable, c'est que, alors, théoriquement, Antonelli a signé pour plusieurs années, il est l'avenir. La chose qui intrigue, c'est que George Russell est en fin de contrat, 2025, et qui n'a pas signé, et qui n'est pas, pour l'instant, question de décision. On va peut-être nous sortir un communiqué dans 1 heure pour dire il a signé pour 2 ans ou 3 ans. En tout cas, pour l'instant, c'est pas fait. Il est 3e du championnat, il est solide. Tout à fait. Alors, ce qui serait malheureux, c'est que si Russell partait, je ne sais pas où est-ce qu'il partirait, pour trouver mieux que chez Mercedes aujourd'hui, parce que la voiture est quand même très très bonne, c'est une voiture de bonne facture. Et puis Verstappen prendrait un risque, mais il a peut-être des informations sur les performances, les plans pour 2026 du moteur Honda qui inquiète quand même. Alors lui, en plus, comme par hasard, il milite pour le retour du V10. Eh oui, tout à fait. Ça, je pense que c'est un sujet qu'il va falloir qu'on fouille, Stéphane, qu'on invite un jour un ingénieur, savoir si on peut faire revenir des V10. C'est un sujet qui est en ce moment lancé. C'est même sûr. Tout le monde est d'accord là-dessus, sur ce principe-là. Moi, j'aurais une petite préférence pour le V12. Et les gens... Non, mais... Monsieur Plus. Non, les gens préfèrent le V10 s'était imposé. Pourquoi ? Parce que le règlement était ouvert à une époque. Tu pouvais faire le fractionnement que tu voulais. V8, V10, V12. À un moment, il y a eu le V10. Et puis, il y a Ferrari qui était le dernier tenant du V12. Et Ferrari s'est rangé dans le V10 par raison, sous l'autorité de Jean Todt, au V10. Et le V10 est devenu la panacée. Mais si tu dis dans le règlement, V12 obligatoire, tout le monde va faire un V12. Ça ne sera pas plus compliqué à faire qu'un V10. Et ça sera juste génial. Je vous invite à regarder, à checker les sons, les différences entre V10 et V12. Il y a une différence notable. Alors, entre V8 et V10, ça c'est sûr qu'on préfère le V10. Le V8, quand il a été imposé, c'était pas une catastrophe sonore, mais c'était beaucoup moins bien que le V10 et encore moins bien que le V12. Mais tout le monde pousse pour un retour, pour accélérer un retour du V10 après 2026. On va peut-être faire qu'1 ou 2 années avec ce moteur-là. Et puis, après, on passera à autre chose. Alors, Cadillac doit peut-être revoir ses plans, parce qu'eux, ils veulent revenir avec un moteur nouvelle génération en 2028. Là, il va falloir se décider très, très vite. Mais Verstappen dit aujourd'hui, c'est quelque chose qui me ferait rester en Formule 1. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a aussi l'idée de s'en aller. Exactement. Donc ça, on en reparlera parce que je pense que ça peut faire un vrai sujet. Donc, est-ce qu'il a pris une décision sur son avenir, ou en tout cas, est-ce qu'il attend de voir ? Et puis, c'est une façon de mettre aussi Red Bull devant ses responsabilités. Tu sais, du genre un petit peu, bon, les gars, la voiture, elle va pas, on fait quoi là ? Tu vois, je le sens un petit peu comme ça, en leur disant parce que moi j'essaye de maximiser, mais déjà je suis allé chercher le titre pilote l'année dernière, la 2e partie de saison. J'ai envie de dire, il l'a presque fait tout seul. C'est le seul pilote de l'histoire champion du monde des constructeurs. Exactement. Ils ont pas été. Il avait des points pour ça en 2023. Voilà. Et en 2024, ils ont perdu le titre parce qu'il n'y avait pas de deuxième voiture. À un moment, voilà. Je me demande.
Le chiffre, c'est que Red Bull a remporté seulement 2 des 16 derniers Grands Prix. Je pense que depuis la période Vettel, c'est une des plus grosses dizaines de... il y a eu la période du moteur Renault quand il n'était pas très fiable aussi. Ouais, bon, après, mais ils arrivaient à y gratter un ou deux succès par an. Donc quand même. là, je me pose des questions. Je trouve que Max a changé d'attitude et ça ne peut pas être un hasard. Et je suis à peu près convaincu qu'il va se passer des choses. Le seul petit truc un peu bizarre, c'est qu'il a un petit peu été gourmand sur le premier relais. Il a trop tapé dans ses pneus et à un moment, il s'est écroulé. Ouais. Ça ne lui ressemble pas. Et l'ambiance est revenue tranquillement, attention, nanana, etc. Mais tu le dis, Gilles, effectivement, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y avait une réunion qui était programmée cette semaine à Milton Keynes pour parler de ça, des améliorations. Et Marco a greffé le cas Lawson là-dessus en disant, globalement, on va regarder techniquement où sont les problèmes de cette voiture, comment est-ce que ça impacte Lawson et quel est le degré de responsabilité de Lawson dans tout ça et peut-il s'en sortir? Voilà. Exactement. Globalement, donc, tout ça, ça va être un brainstorming gigantesque à Milton Keynes pour repartir de l'avant et ça va certainement guider, orienter les premières évolutions qui devraient arriver au bout de 3-4 Grands Prix. Donc ça en tiendra compte. Stéphane, en 40 secondes, on se fait un petit point aussi sur les aventures des Français. Là, il y a 2 Grands Prix qui se sont passés. On avait parlé déjà de Isaac Hadjar en Australie avec cette sortie dans le tour de formation. Bon, Isaac Hadjar, il a été vraiment intéressant là sur ce Grand Prix de Chine. Il a fait des belles choses. Et il a joué collectif à fond. Il a donné l'aspi à Tsunoda en qualif. Lui, il était éliminé. Il avait gâché son tour. Il a tout mis sur Tsunoda et c'est un modèle d'exécution pour quelqu'un qui n'a, je pense, jamais fait ça en Formule 1 parce que quand est-ce que tu peux le faire? Les essais d'Abu Dhabi de fin de saison, tu n'as qu'une voiture en piste, etc. Puis après, sur les essais de pré-saison, je ne sais pas si tu travailles beaucoup ce genre de choses. Là-dessus, c'était nickel. Encore félicitations de l'équipe. Bon, il faudrait quelques points pour débloquer tout ça. Maintenant, ça va venir. Parce que là, on n'est pas inquiet. Avec la disqualification des Ferrari, il termine 11e. Bon, ça aurait été bien que ça soit une place de mieux, ça aurait débloqué le compteur. On a le sentiment que c'est vraiment qu'une question de temps pour Isaac Hadjar. Petit rectificatif, Stéphane, on avait mentionné le fait qu'il avait calé sur la grille de départ au départ de la dernière course en GP2 l'année dernière. Et ben sur le YouTube d'Eurosport France, il y a une des personnes qui nous suit qui nous dit Campos avait ensuite communiqué en disant que ça a été un problème technique sur la voiture. Et ils ont dit le jour même, on va faire une enquête. Et l'enquête, quelques jours plus tard, avait conclu que il n'y avait pas de problème technique défini. Donc Isaac Hadjar avait dit, bon, moi j'ai calé, il y a dû avoir un problème, mais on ne saura jamais quoi. Voilà. Bon, en tout cas, c'était aussi pour vous dire que... On ne voulait pas être sévère à son endroit simplement, mais c'était 2 fois voilà, coup d'épée dans l'eau. Mais on vous lit, effectivement, et donc on apporte des compléments de réponse quand on peut faire des imprécisions, mais vous êtes là pour nous corriger aussi. Et tant mieux, ça marche dans les deux sens, c'est intéressant. Et donc ça fait 2 fois quand même qu'il y a un Français qui termine à la porte des points, Gasly 11e à Melbourne, et donc Hadjar 11e en Chine. Bon, il ne faudrait pas que ça devienne... Esteban Ocon, lui, il a terminé dans les points, et avec la disqualification des 2 Ferrari, il termine même 5e, Esteban Ocon. Pour la petite histoire, c'était le premier pilote Ferrari, au final, de ce Grand Prix de Chine. 10 points pour Esteban Ocon. Et on disait là, ça, vraiment en difficulté, c'est pas si catastrophique que ça. Elle est en difficulté, de toute façon. Mais Esteban Ocon, tu lui donnes une chance sur 1000, il l'a saisi. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est quand même bluffant. C'est pour ça qu'ils l'ont pris aussi. Voilà. Parce que Magnussen, Hülkenberg, c'était du solide aussi, c'était des pilotes expérimentés, mais tu sais que Ocon, tu es un cran au-dessus. De toute façon, tu es tranquille, c'est un vainqueur de Grand Prix, déjà, qui a fait pas mal de podiums aussi, qui est tenace, qui lâche jamais rien, et qui a cette idée que il pense au dernier tour de la course, comment est-ce que je gère, comment est-ce que je répartis mon effort. Bon, il fallait que ce soit comme ça, et finalement, c'est aussi génial pour ces petites équipes, les équipes Williams, etc., qui ont besoin aussi de points en début de saison pour rassurer un petit peu tout le monde, installer de la sérénité. Les sponsors, il faut les chercher, c'est quand même assez difficile. On est content pour ces équipes, Racing Bulls aussi, qui prennent la lumière sur des opportunités qui arrivent souvent en début de saison. Exactement. Donc là, il fallait être là.
Et puis alors, Berman aussi, qui marque des points, je crois qu'il en met 4, il est 8e. Donc ça va acheter un petit peu du temps, de la sérénité, même si Hayao Komatsu, le boss de l'écurie, qui a une formation d'ingénieur, a dit il y a quelque chose de pas clair sur le design de la voiture. Il y a quelque chose de loupé, il faut trouver quoi, comment. Donc Suzuka va être peut-être un petit peu plus difficile, mais les points, ils sont dans la poche. Là. Exactement. Des points, Alpine en cherche toujours. Alpine qui est donc dernier au classement des constructeurs avec aucun point. Tu l'as dit, Pierre Gasly avait terminé 11e en Australie. Là, la voiture est disqualifiée parce que elle est en dessous du poids minimal. De toute façon, il n'était pas dans les points. Compliqué. Jack Doohan qui a perdu 4 points sur le passage en Chine pour son comportement en piste. C'est compliqué et on a toujours l'histoire Colapinto dans les coulisses qui tape du pied en disant bon alors Flavio, c'est à quelle heure que j'arrive? Doohan, il apporte de l'eau au moulin de Briatore Grand Prix après Grand Prix. Il a encore 2 Grands Prix probatoires et je pense qu'après la sanction tombera. Mais alors, c'est ce qu'on avait dit aussi en fin de saison dernière, je pense que la pression doit commencer à monter aussi doucement sur Pierre Gasly, parce qu'on va lui réclamer des points. Ouais. Quand on regarde un petit peu autour, tout le monde score. Et là, il va falloir se positionner, parce que c'est pas possible de terminer aussi mal classé que l'année dernière, avec des ambitions de terminer 5e quand même cette année. Donc, il va falloir passer un cap. Et je pense qu'on va avoir un coup de pression de Flavio Briatore dans les médias pour dire bon ben maintenant les gars faut y aller quoi. Flavio Briatore il va nous dire qu'après 2 Grands Prix Alpine est seulement à 17 points de Ferrari. Oui, il peut, mais son objectif quand même c'est de faire tourner Alpine et pas Ferrari. Mais non, on en reparlera, mais franchement je pense que là il nous prépare quelque chose d'un petit peu c'est pas bizarre, mais quand tu as un pilote comme Sainz, qui est chez Williams, en plus, qui commence pas très bien, qui n'encaisse pas bien la voiture. Clairement, Albon l'exploite bien, il se plaint à peu près de tout sur la voiture. Et quand tu as un pilote qui est potentiellement sur le marché, je dis juste attention. Briatore avait démarché Sainz l'année dernière. Sainz a dit non, parce que l'écurie était encore en période d'instabilité, de reconstruction perpétuelle, etc. Donc, il est allé chez Williams. Mais si Sainz ne se sent pas bien, Alpine peut être une option aussi, avec un moteur Mercedes pour l'année prochaine. Moi, je dis attention, les remarques globalement de Briatore sur il faut performer valaient pour les 2 pilotes. Oui, j'en reviens. Tu parlais tout à l'heure de V10. Renault sait très très bien faire les V10. J'ai rien dit. Alors on va pas relancer le sujet. Voilà, on a déjà dit pas mal de choses. On a été très bavard encore cette semaine. Peut-être vous donner les horaires du Grand Prix du Japon, histoire de vous en remettre une petite couche là. Parce que alors ça va encore faire mal. Hein. Cela dit, normalement votre réveil il est déjà réglé. C'était 4h30 la FP1, la première séance d'essai libre en Chine. Ça sera 4h30 pour Suzuka. La deuxième séance d'essai libre vendredi en 8, donc à 8h. Le samedi, la 3e séance d'essai libre à 4h30 et la qualif à 8h. Et puis enfin, le Grand Prix sera le dimanche à 7h. Après, on pourra se reposer, retrouver un rythme un petit peu normal. Déjà, on va pouvoir se reposer le week-end prochain quand même, histoire de reprendre un petit peu notre souffle. C'est tout. On est ravis de vous avoir retrouvés cette semaine et on vous redit encore une fois qu'on est très très attentif aux messages que vous nous laissez. Alors, on a vu que vous aimez bien le podcast. On va peut-être vous mettre un petit lien, histoire de pouvoir convertir les vidéos en podcast, on l'a vu, on le sait. Facile à faire. Voilà. On choisit pas tout, nous-mêmes. Il y a une radio qui nous dit de temps en temps box, et nous on veut rester en piste, mais on nous dit non, box now. Bon, ok, alors on fait comme on nous dit. Merci encore d'avoir été avec nous. On se revoit après le Grand Prix du Japon. Et d'ici là, Stéphane, on coupe le contact.